Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Durgarian, préparateur physique au sein de la Fédération française de cyclisme, où j'ai pour mission d'encadrer la préparation physique des coureurs du pôle olympique de cyclisme sur piste sprint de Saint-Quentin-en-Yvelines. Je tiens tout d'abord à remercier la société Val de Performance pour me permettre d'intervenir aujourd'hui et de vous présenter cette thématique de la quantification de la charge d'entraînement en musculation. J'essaierai au cours de cet exposé de vous présenter les différentes méthodes qui existent, sans avoir la volonté de faire une revue exhaustive, et de vous présenter la méthode qu'on utilise au sein du pôle olympique pour parvenir à quantifier, objectiver les indicateurs de l'entraînement de la force pour avoir des préconisations concrètes de terrain afin d'optimiser les paramètres d'entraînement sur cette thématique. Posons-nous d'abord la question de l'intérêt de quantifier la charge d'entraînement. Effectivement, avant de s'engager dans une démarche qui est coûteuse à la fois en termes de temps et d'énergie, il faut bien savoir pourquoi on fait cette démarche. Pour ma part, je vois deux aspects très importants. Le premier élément, et qui m'a incité à aller dans cette démarche de quantification, c'était que je souhaitais savoir ce que je proposais réellement aux sportifs en termes de charges prévisionnelles et de charges réalisées sur le terrain. J'avais la volonté de pouvoir mieux appréhender, d'objectiver ce qui était réellement produit par le sportif et de stress appliqué par rapport au développement de la force. D'autre part, cette quantification des indicateurs permet d'associer la charge d'entraînement avec les indicateurs d'état de forme et de fatigue pour tenter d'améliorer la gestion de la fatigue par une meilleure régulation des paramètres de la charge d'entraînement. L'association charge d'entraînement et performance permet également d'associer ces indicateurs pour essayer d'optimiser les paramètres de la charge d'entraînement et d'essayer de maximiser les adaptations au niveau individuel et la performance qui en découle. On voit que ce triptyque a pour finalité d'essayer d'individualiser la charge d'entraînement pour apporter le maximum de bénéfices, comme je vous le disais, de maximiser les gains de performance au niveau du sportif ou de l'équipe. On voit donc bien toute la nécessité associée à cette problématique de la quantification de la charge d'entraînement et se pose la difficulté maintenant de définir la méthode, de définir les indicateurs et le process pour pouvoir objectiver clairement et de manière fiable le travail qui est effectivement réalisé et la manière de réintégrer cette information dans le processus d'entraînement pour pouvoir avoir des applications concrètes de terrain. Dans un premier temps, on peut déjà regarder quelles sont les méthodes qui sont traditionnellement utilisées et qui ont été explorées au niveau scientifique. J'ai repris ces trois graphiques de l'article de McBride et des collaborateurs en 2009 où ils ont comparé différentes méthodes de quantification de la charge d'entraînement en musculation sur trois types de séances. Une séance en hypertrophie, en force et en puissance. Ils ont constaté différentes choses très intéressantes. D'une part, que chacune des méthodes aboutissait à des conclusions, à des résultats qui étaient différents. Ils ont défini que la méthode la plus fiable pour quantifier ce volume d'entraînement était la méthode du travail mécanique total qui consiste à calculer la force appliquée multipliée par la distance d'application de cette force. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle nécessite un appareillage particulier, à savoir une plateforme de force et un encodeur filaire pour pouvoir mesurer ces variables. On peut conclure de cet article qu'il existe donc différentes méthodes, ça on le savait, mais que ces différentes méthodes aboutissent à des résultats différents. Il est donc important de sélectionner de manière cohérente et pertinente la stratégie qu'on va utiliser pour quantifier ces indicateurs de l'entraînement en musculation et d'avoir conscience des limites et des biais potentiels associés à ces méthodes. Globalement, on peut distinguer deux grandes façons de quantifier. Quantifier d'une part la charge externe, en utilisant le nombre de répétitions, le nombre de séries, le tonnage avec la charge ou la charge relative, et une quantification au niveau de la charge interne, principalement avec le SRPE, méthode de Foster, qui consiste à multiplier la durée de la séance par la difficulté perçue par le sportif, à savoir le RPE grâce à une échelle de Borg côté de 0 à 10. Et comme je vous le disais, chacune de ces méthodes aura ses avantages et ses inconvénients. Regardons par exemple les limites
qu'on peut retrouver par rapport à la thématique par rapport au calcul du tonnage, qui est une méthode fréquemment utilisée pour quantifier le volume de travail en musculation. Différents facteurs vont venir influencer le calcul de ce tonnage. D'une part, l'amplitude de mouvement, comparaison squat versus demi-squat. Si on garde la même amplitude du mouvement, le support qui est utilisé va forcément avoir une conséquence sur le tonnage qui est réalisé. Faire 10 reps en squat, ce n'est pas la même chose que faire 10 reps sur la presse. Utiliser une barre versus des haltères, forcément, ça implique des répercussions en termes de quantification de ce tonnage. Enfin, entre autres, plutôt parce qu'il y a une multitude de biais, l'utilisation d'exercices avec machine. Si vous avez pratiqué dans différentes salles, vous vous rendez vite compte que d'une machine à une autre pour un même exercice, vous allez utiliser pour un même nombre de reps des charges différentes. Et ça, c'est lié à la configuration mécanique de la machine. Et l'ensemble de ces éléments ont une répercussion sur les valeurs qui sont obtenues. Prenons par exemple 2 séances, 2 exercices avec les mêmes paramètres, 5 x 5 à 80% de 1 RM. Si je les fais en squat, forcément, j'aurai un volume, un tonnage global qui sera 27% inférieur au même paramètre d'exercice sur un mouvement de demi-squat. Donc, forcément, ces éléments-là vont avoir une répercussion quand on va comparer des blocs d'entraînement, des semaines d'entraînement, en termes de préconisation que nous produirons en termes de régulation de la charge d'entraînement. Au regard de ces différentes méthodes, au regard de leurs avantages, de leurs inconvénients, j'ai essayé tout au long de mes expériences d'enrichir ces méthodes avec différents indicateurs, d'avoir des éléments qui soient complémentaires les uns avec les autres pour avoir une vision exhaustive et précise de ce qu'on arrive à faire, de ce qu'on propose à faire et de ce que fait concrètement le sportif sur le terrain. Et vous allez voir que petit à petit, plus on va enrichir les choses, plus forcément on rajoute des indicateurs qui nécessitent derrière d'avoir le temps de se poser pour apporter une réelle plus-value à ces informations. Comment quantifier déjà le volume? On a vu que le tonnage présentait des limites. J'ai préféré utiliser le nombre de séries. Le nombre de séries réalisées, c'est un indicateur qui a été proposé dans d'autres publications. Zatsursky en 92 le présentait pour caractériser les charges d'entraînement chez les haltérophiles soviétiques. Et actuellement, ce sont des indicateurs qui sont largement utilisés pour essayer de trouver le volume optimal par rapport à des adaptations, notamment en hypertrophie. Les publications de Schoenfeld ces dernières années sont particulièrement penchées sur cette problématique pour tenter de savoir quel était le volume hebdomadaire le plus pertinent pour essayer de maximiser les gains en termes d'hypertrophie. En plus du nombre de séries, j'ai souhaité apporter une distinction entre le nombre de séries prévues, c'est-à-dire la stratégie de l'entraînement, versus le nombre de séries qui étaient effectivement réalisées. L'ambition était de pouvoir comparer la stratégie d'entraînement à ce qui était réalisé sur le terrain, mais également d'avoir la possibilité d'une semaine à une autre d'avoir un élément objectif pour réguler l'entraînement à la hausse ou à la baisse en fonction de ce qui était réalisé versus ce qui avait été prévu. C'est associé à ces indicateurs de charge externe, donc le nombre de séries prévues et réalisées, une quantification de la charge interne en basant sur la méthode du SRPE, qui permet d'obtenir des visualisations sur une période de 8 semaines d'entraînement, comme c'est le cas ici en amont des championnats du monde qui sont déroulés fin février, une évolution du nombre de séries totales prévues en bleu clair et réalisées en bleu foncé. Les 2 semaines d'affûtage, le volume est à 0 parce qu'on ne fait pas de musculation à ce moment-là. Et vous constatez que globalement, la charge prévue est à peu près similaire à celle qui a été réalisée, à l'exception de la semaine 1, où il manque une séance, car le sportif est tombé malade sur quelques jours et n'a pas pu réaliser la séance. Mais au moins, ces éléments, ça nous permet de faire des bilans et d'anticiper ou de planifier, d'avoir une régulation sur les semaines suivantes, à la hausse ou à la baisse, en fonction de ces indicateurs-là. En plus du nombre de séries, donc comme je vous le disais, un indicateur de charge interne avec le SRPE, encore une fois, le prévu versus le réalisé. Je trouve que l'association de ces 2 indicateurs est intéressante parce qu'elle permet
de visualiser d'éventuels épisodes de fatigue, notamment quand on a des décalages importants entre le prévisionnel et le réalisé. Au-delà de la quantification du volume, j'ai trouvé intéressant aussi d'approfondir cette quantification en mettant une description plus pointue, plus fine des charges d'entraînement qui étaient effectivement réalisées, en intégrant la notion de zone anatomique. Parce qu'au final, faire 60 séries dans une semaine, ça ne nous renseigne pas sur les zones anatomiques qui ont été sollicitées, par exemple, ou sur le type d'exercice qui ont été effectués. Donc, je trouvais intéressant d'intégrer cet élément-là. En complément, sur le bas du corps, ajouter l'amplitude de mouvement, parce que je trouvais que c'était des éléments qui pouvaient avoir un intérêt par rapport à la fatigue, mais également par rapport à la performance, notamment par rapport aux notions de spécificité angulaire. Et sur le haut du corps, une distinction des actions motrices réalisées, poussées versus tirées. Je ne peux pas aller sur le détail des groupes musculaires parce que ça me semblait trop complexe. Par contre, je trouvais intéressant de dissocier des exercices orientés plutôt vers la poussée et les exercices orientés vers la traction pour permettre d'observer les équilibres entre les deux. En termes de quantification sur le bas du corps, on voit donc sur le graphique de gauche l'évolution des charges de travail sur une période de 6 semaines. Là, ce sont les 6 dernières semaines à la suite de la reprise de l'entraînement, entre le nombre de séries prévues et réalisées uniquement sur le bas du corps, cette fois-ci, et sur le graphique de droite, la répartition de ce nombre de séries en fonction du type d'exercice réalisé. Donc, en plus des amplitudes articulaires, j'ai souhaité rajouter la catégorie haltérophilie, parce que ce sont des exercices qui sont très intéressants d'un point de vue du développement des qualités neuromusculaires, et je trouvais intéressant qu'on puisse avoir l'intégration de la quantité de travail réalisée sur cette thématique au regard des différentes amplitudes réalisées. On a également une quantification du nombre de séries sur le haut du corps, avec une distinction entre l'action motrice réalisée, ce qui permet de percevoir l'équilibre entre les différents types d'exercices poussés et tirés, et de les mettre potentiellement en lien avec l'apparition de blessures au niveau de la ceinture scapulaire, et par la suite réguler ces préconisations de travail. On a vu comment on essaie de quantifier le volume, comment on essaie d'apporter de la précision sur la quantification de ce volume. Il y a aussi la nécessité d'avoir un regard sur les intensités d'entraînement. On a vu que c'était particulièrement difficile, notamment en utilisant le pourcentage de 1RM, parce que ça nécessite de connaître les charges maximales sur l'ensemble des exercices. Pour répondre à cette difficulté, moi j'ai intégré l'orientation des charges de travail, donc les séries en hypertrophie, en force ou en explosivité, pour avoir une distinction du type de sollicitation, et sur les mouvements principaux, donc la charge moyenne qui est réalisée dans la semaine et l'intensité relative que cela représente. Donc on voit ici la comparaison de deux blocs de 3 semaines, donc un bloc à gauche qui est pré-compétitif et le bloc de droite qui est en période de reprise. On voit qu'il y a un nombre de séries, comme je vous le disais, qui est différent, mais au final, ça ne nous renseigne pas sur le type de sollicitation et la difficulté. J'ai complété ces indications-là par la répartition du nombre de séries en fonction de la thématique. Vous le voyez sur le graphique de gauche, on est majoritairement sur une partie en vert qui représente tout le travail sur l'explosivité du bas du corps, et une partie rouge-orange qui représente le travail de force sur le haut et le bas du corps. À l'inverse, sur le graphique de droite, on a plus des sollicitations plus diversifiées, avec en bleu tout le travail orienté sur l'hypertrophie, en vert l'entretien du travail d'explosivité sur le bas du corps, en jaune tout ce qui concerne le travail orienté sur la stabilité, sur le renforcement du tronc, et en marron tout le travail qui concerne la partie éducative, technique et charge de reprise. On constate que si le volume de travail est plus important en termes de nombre de séries sur le graphique de droite, la répartition, le pourcentage de travail sur les séries éducatives et de reprise est bien plus important, ce qui laisse à supposer que les intensités étaient plus faibles à ce moment-là. En complément de ces graphiques, on a également la possibilité de visualiser l'intensité sur les mouvements principaux. Là, c'est les 6 mêmes semaines que vous avez vues précédemment, avec l'évolution des intensités relatives sur, en rouge, le mouvement de squat en amplitude complète. Donc on voit qu'on est parti sur
des charges très très faibles, moins de 50% de la charge maximale. C'est normal, c'était une première semaine de reprise après 2 semaines d'arrêt complet. Et en vert, l'intensité relative sur le mouvement d'épaulé. Et on constate qu'au cours du bloc, de manière logique, on a une augmentation progressive de ces intensités de travail. On retrouve la même chose sur le graphique de droite, mais là, plus particulièrement sur le haut du corps, avec un mouvement ciblé, le développé couché et l'évolution de cette intensité relative au cours du cycle de travail. Comme je vous le disais en introduction, la finalité de notre processus est de parvenir à individualiser la charge de travail. Donc là, on n'est que sur des éléments en valeur absolue. On est sur un nombre de séries, on est sur des charges mobilisées. Comment on peut essayer d'individualiser ces préconisations en termes de volume, en termes d'intensité? Moi, j'ai choisi d'utiliser la méthode des quartiles pour pouvoir positionner la charge d'entraînement prévue ou réalisée par rapport aux habitudes globales du sportif. Donc à la fin de chaque semaine, on a la possibilité de visualiser donc, la charge d'entraînement qui a été effectivement réalisée en musculation pour chaque individu en termes de séries totales, donc ici sur la partie gauche du graphique, et en termes de nombre de séries sur le bas du corps. Et ceci relativement par rapport aux habitudes globales du sportif qui sont représentées par les différents quartiles et qui regroupent toutes les données que nous avons accumulées sur le sportif depuis plus de 2 ans que nous procédons à cette quantification de la charge d'entraînement. De la même manière qu'on utilise cette stratégie pour visualiser ce qu'a donné la semaine de travail, on utilise également cette stratégie pour planifier nos blocs de travail. Donc là, on a une planification de la charge de travail sur 4 semaines, des semaines 16, 17, 18 et 19, en termes de volume. Donc vous l'avez compris, on est toujours sur la notion de nombre de séries au regard des habitudes d'entraînement du sportif. On a par exemple en semaine 16 une semaine de récup, un nombre plutôt faible de séries qui se situe au niveau du premier quartile. Et au fur et à mesure où on avance dans le temps, on rentre sur des semaines de développement avec un volume de travail qui est beaucoup plus conséquent et qui atteint quasiment les valeurs maximales de ce que le sportif a l'habitude d'endurer. Attention, on n'est encore une fois que sur les aspects de volume, on n'a pas la perception de la notion d'intensité et c'est une des limites de cet outil. En complément de cette visualisation, il y a la nécessité de réactualiser régulièrement les données toutes les 12 à 16 semaines, notamment pour les sportifs qui sont débutants, parce qu'il y a une évolution de leurs habitudes d'entraînement qui est nécessaire d'être réactualisée pour garder de la fiabilité dans les données et dans l'interprétation. Je vous ai présenté différents outils, différents indicateurs qu'on utilise à la fois pour contrôler la charge d'entraînement, mais également pour la planifier et pour la réguler. Bien évidemment, et comme je vous le disais, il n'existe pas de solution miracle. C'est-à-dire que ces éléments-là, tout comme le tonnage dont je vous parlais au départ, il y a des avantages et des inconvénients. L'un des premiers inconvénients que je constate par rapport à cette stratégie, c'est qu'on a encore du mal à faire ressortir et à objectiver la difficulté de chaque série et d'exercice. Vous le voyez sur le graphique précédent, on arrive à bien quantifier et à bien individualiser les notions de volume, mais on a encore la difficulté à apporter de la finesse dans le calibrage de l'intensité. Effectivement, vous le voyez sur les 3 photos de gauche, le nombre de séries ne nous renseigne pas si ce sont des exercices polyarticulaires en amplitude complète ou en demi-flexion, ou alors si ce sont des exercices monoarticulaires. Et on le sait, que d'un point de vue de la fatigue et du développement, ce n'est pas la même chose que de réaliser des exercices polyarticulaires vs monoarticulaires et des exercices en flexion complète ou en demi-flexion. Donc, il y a la nécessité de faire évoluer nos réflexions et nos outils par rapport à ces problématiques. Enfin, parvenir à intégrer aussi la notion de vitesse de mouvement. On sait que ce sont des indicateurs que nous utilisons régulièrement à l'entraînement pour calibrer les charges de travail, mais je ne suis pas encore parvenu à intégrer cet outil, cet indicateur dans le contrôle et la standardisation de nos méthodes de quantification. Donc, ce sont 2 pistes-là que nous explorons pour essayer d'améliorer la précision de nos outils et de nos stratégies de quantification.
Je terminerai ma présentation en mettant plusieurs choses en avant. D'une part, l'importance du processus de quantification. Quel que soit le niveau de complexité, je pense qu'il faut à un moment s'engager dans cette voie pour mieux appréhender ce qu'on propose et ce que le sportif fait réellement sur le terrain. Et je pense que petit à petit, ces notions vont gagner en complexité et en précision. Il n'existe pas d'outil universel ou de solution miracle et il faut se garder ça en tête. On ne trouvera pas, ou du moins pas pour l'instant, une solution qui permettra de répondre à toutes nos problématiques. Mais par contre, je pense qu'il y a la nécessité d'y réfléchir et d'essayer d'avoir des éléments qui soient le plus pertinents et qui permettent d'apporter des informations opérationnelles aux entraîneurs dans la perspective d'optimiser les stratégies d'entraînement. S'engager dans cette démarche de quantification implique certaines notions de précision, d'exhaustivité, de rigueur et de collaboration avec les sportifs. Je pense que c'est un travail qui, comme je vous le disais au départ, est très coûteux en termes de temps et en termes d'énergie et qui a la nécessité d'y apporter certaines règles pour être sûr de la fiabilité de nos données et l'importance majeure d'intégrer cet outil, ce dispositif aux routines de nos sportifs. Au final, si nous n'avons pas l'adhésion, l'implication des sportifs dans ces démarches, je pense qu'on perd toute notion de fiabilité et d'utilité à la démarche. Donc, je pense que ça fait également partie des notions qu'il faut intégrer avant de s'engager dans ce type de processus. Bien évidemment, ces données, ces paramètres de charge d'entraînement doivent être associés aux indicateurs de performance et aux indicateurs de fatigue pour donner de la cohérence à l'ensemble du processus et essayer d'avoir une vision qui soit la plus systémique possible afin d'apporter des régulations qui soient individualisées et pertinentes. Enfin, le dernier élément, peut-être le plus important, il y a la nécessité, l'importance d'exploiter les données. Il ne suffit pas de les récolter et de les traiter, il faut également les exploiter. Et ça, les exploiter, ça nécessite de mettre en place des processus avec le staff technique pour avoir des réflexions et des discussions qui soient communes pour apporter des régulations qui soient individualisées et permettre des réinvestissements opérationnels. Enfin, l'outil doit rester adaptable, évolutif. Et donc, par rapport à ça, l'importance d'avoir une réflexion et une remise en question constante par rapport au dispositif, par rapport au processus et par rapport aux indicateurs pour permettre une évolution de ces différents outils, de cette stratégie globale pour permettre de répondre à l'objectif central qui est d'individualiser la charge d'entraînement pour essayer de maximiser la performance. J'espère que ces éléments vous auront plu, qui vous permettront d'améliorer votre pratique du quotidien ou du moins qu'ils auront peut-être éveillé certaines interrogations et réflexions qui par la suite vous amèneront à vous investir dans cette démarche de quantification. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation.